Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale crise russo-ukrainienne en ce vendredi 25 février. Durant 1 heure, donc, nous allons ensemble décortiquer, analyser et débattre sur ce qui fait l'actualité. Pour en parler avec nous, depuis au téléphone plutôt, nous aurons en direct avec nous Gamal Abina, journaliste indépendant, analyste politique. Nous aurons également Farid Ben Yahia, qui est expert en sciences économiques et questions internationales. Via Skype, nous avons Monsieur Nikola Merkovic, analyste géopolitique serbe, et sur le plateau, Monsieur Sofiane Baroudi, journaliste chez Al24 News. Dans un premier temps, nous allons dresser un état des lieux. Au lendemain du début de l'offensive russe en Ukraine, l'heure est au premier bilan, alors que des combats sont toujours en cours aux alentours des principales villes du pays, dont la capitale Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce vendredi la mort d'au moins 137 de ses concitoyens. Côté russe, aucun chiffre ne transparaît pour l'instant. On regarde ce sujet signé Safwan Ben Sabri pour plus de détails. Du côté russe, les chiffres n'ont pas encore été transmis par les autorités. Alors que les combats sont toujours en cours aux alentours des principales villes du pays, dont la capitale Kiev, le président ukrainien a annoncé ce vendredi la mort d'au moins 137 de ses concitoyens, sans préciser le nombre de militaires et de civils. Volodymyr Zelensky a ajouté que 316 autres personnes avaient été blessées lors des combats côté ukrainien. Côté russe, pour l'heure, aucune déclaration officielle concernant les pertes possibles sur le champ de bataille. Il est donc encore difficile d'obtenir un bilan fiable des pertes humaines. Cependant, l'armée ukrainienne de son côté affirme avoir abattu 5 avions et 1 hélicoptère de l'armée russe et avoir tué une 50aine d'occupants russes dans l'est du pays. Ce terme peut à la fois désigner des soldats de Moscou ainsi que des séparatistes pro-russes encore nord de Kiev. Nous venons de le voir à l'instant, donc à peine déclenchée, cette opération militaire a déjà fait un nombre important de victimes. On parlait d'une 50aine de morts, dont une dizaine de civils dans le bilan d'hier seulement. On parlait aussi de 10 morts à Odessa. Le bilan s'est alourdi au cours de la soirée, donc 137 morts et 307 blessés. Monsieur Merkovic, c'est un bilan qui est assez lourd, surtout quand on sait qu'il y a des victimes civiles. Quelle lecture faites-vous et qu'est-ce que vous pensez que Poutine, est-ce que vous pensez plutôt que Poutine freinera son opération pour laisser éventuellement l'occasion à une aide humanitaire, l'occasion à un couloir humanitaire venir porter secours à la population ukrainienne? Alors, je pense que là, pour l'instant, il faut voir les premiers chiffres dans les prochains jours. Là, il va y avoir, je pense, un petit peu de communication de part et d'autre sur les vrais chiffres. Pour l'instant, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une attaque qui est assez importante sur plusieurs villes, sur plusieurs fronts, au sud, à l'est, au nord et à l'ouest, même maintenant, de l'Ukraine. Je pense que c'est une attaque qui a évidemment fait beaucoup de bruit. Paradoxalement, je dirais que le nombre de morts n'est pas si important que ça. C'est horrible. Je ne veux pas rentrer dans un calcul macabre et des pourcentages. Quand on regarde les dégâts qui sont infligés au sol, le nombre de bases aériennes, le nombre d'unités de l'armée ukrainienne qui sont inefficaces, qui ne peuvent plus fonctionner ce soir. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de bombes qui sont tombées. Dieu merci, il n'y a pas eu plus de morts que ça, mais c'est quand même beaucoup. C'est toujours trop de morts. Évidemment, on peut toujours déplorer le nombre de morts. Est-ce qu'il y aura un couloir? Oui, je pense que l'objectif pour l'instant, ce n'est pas une guerre de conquête. Je pense que Moscou a été clair là-dessus. Ce n'est pas une guerre de conquête territoriale. Ils veulent clairement, je pense qu'ils veulent faire une action rapide. Ils veulent une action où il n'y a pas de blessés, ni de victimes, ni de morts civiles, évidemment. Et on part déjà un petit peu de négociations ce soir. Mais si c'est nécessaire, oui, il pourra faire un corridor, ça c'est certain. Merci. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, donc, qui a aussi décrété la mobilisation générale pour tenter de contrer cette invasion, mais pas que, puisqu'il invite les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour combattre l'armée russe, reprochant à leurs dirigeants une réponse trop lente face à l'invasion de Moscou. On écoute. Російські танки
Je suis sûr que vous la voyez, vous tous, toute l'Europe, mais nous ne voyons pas complètement ce que vous allez en faire. Comment allez-vous vous défendre alors que vous nous aidez si lentement en Ukraine? L'Europe a assez de force pour arrêter cette agression. Qu'attendent des pays européens? Tant que les institutions étatiques en Europe ne sont pas pressées de prendre des décisions vraiment fortes, chaque Européen dans sa capitale peut déjà venir à notre ambassade et offrir son aide. Exigez aussi de vos gouvernements que l'Ukraine reçoive plus d'aide financière, plus d'aide militaire, parce que cette aide est une aide pour vous, parce qu'elle aide l'Europe. Vous vous aidez vous-même. Si vous avez une expérience du combat en Europe et que vous ne voulez pas regarder l'indécision des politiciens, vous pouvez venir dans notre pays et vous joindre à nous pour défendre l'Europe, où cela est très nécessaire maintenant. Une réponse trop lente, donc, selon le président ukrainien, après des mois de discussions diplomatiques entre l'Occident, l'Ukraine et la Russie, afin de trouver une solution à cette crise russo-ukrainienne. Après des mois de promesses de solidarité de la part de l'Occident envers l'Ukraine, aujourd'hui, face à une réelle guerre, le président ukrainien lui-même a confirmé et regretté la non-intervention dans son pays des alliés. Je cite, « Nous sommes tout seuls pour défendre notre pays. Qui combattra à nos côtés? Pour être honnête, je ne vois personne. » On regarde ce sujet signé Leïla Gartal pour plus de détails. L'Ukraine crie au secours, mais son appel reste sans écho. Qu'est-il advenu de nos alliés? Que sont-ils devenus? La situation de l'Ukraine rappelle étrangement cette phrase d'un vieil air musical, mais la seule musique qu'entendent aujourd'hui les Ukrainiens, et ce depuis hier, est le bruit des explosions. Le président ukrainien, après avoir cru en ses alliés, les États-Unis, l'OTAN ou encore ses voisins européens, finit par déchanter et se rendre à l'évidence. Point d'aide, point d'intervention. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, le déclare sans équivoque. Mais il y a une deuxième chose. Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN? Tout le monde a peur. Pourquoi le président ukrainien semble si déçu par la position de ses alliés? N'a-t-il pas compris plutôt que si guerre il y a, c'est son pays qui en ferait les dividendes? C'est l'Ukraine et pas Moscou ou Washington ou encore une autre ville européenne qui serait le théâtre de cette guerre. L'OTAN démontre une fois de plus son jeu fourbe et sournois des États-Unis, eux, parlent désormais de renforcer leurs troupes, mais pas d'intervention directe. Cela nécessite des concertations au Congrès, disent les responsables américains. L'opération militaire de Poutine a mis à nu l'OTAN, l'Europe et les États-Unis et leur impuissance à prendre des décisions et des actes fermes en dehors des sanctions sans cesse renouvelées. Monsieur Farid Ben Yahia, je m'adresse à vous. Donc, on vient de le voir, les déclarations consécutives de Zelensky laissent clairement entrevoir le sentiment d'abandon, voire de trahison. Est-ce le cas? Monsieur Farid Ben Yahia? Oui, bonjour madame. Bonsoir. Donc je répète la question. Les déclarations consécutives du président ukrainien Zelensky qui laissent clairement entrevoir donc un sentiment d'abandon. Est-ce qu'on peut lire ces déclarations comme ceci? Enfin, je vous entends très mal madame. Est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Donc je pense qu'on va plutôt essayer de rétablir la communication. Maintenant je vous entends bien. Je vous entends bien. Très bien, donc je disais, est-ce que les déclarations du président ukrainien laissent entrevoir un sentiment d'abandon de la part de l'Occident? C'est vrai, actuellement, lorsqu'on voit l'attaque, je dirais, de l'armée rouge, de l'armée de Russie sur l'Ukraine, c'est-à-dire, entre parenthèses, on dirait que l'armée russe a pulvérisé l'armée ukrainienne parce que ils ont utilisé les méthodes de la 4e génération de guerre, c'est-à-dire la guerre électronique et les missiles électromagnétiques. Ils ont paralysé l'ensemble, je dirais, des systèmes de défense ukrainiens. Et donc, non seulement, nonobstant cette situation, il y a autre chose qui est très importante. Les informations qu'on a eues de la part de certains stratèges
au niveau de la Russie, c'est qu'ils ont utilisé même ce système-là dans certains pays de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Pologne, etc. C'est-à-dire qu'ils ont neutralisé l'ensemble des, je dirais, des systèmes de défense de l'OTAN, c'est-à-dire à travers l'Europe centrale et je dirais l'Europe centrale et l'Ukraine. Donc, sur le plan militaire, je dirais c'est un succès pour la Russie, mais les États-Unis ont utilisé l'Ukraine comme un appât. Parce que le but des États-Unis, c'est pas... il y a deux choses. Les Américains veulent attaquer la Russie sur deux points. La première des choses, ils ne veulent pas qu'il y ait des relations, je dirais, stratégiques entre l'Allemagne et la Russie, à travers le Nord Stream 2. Donc, parce qu'avec les exportations de 70 milliards de mètres cubes de gaz, ça va faire une symbiose de relations économiques, commerciales et de transferts technologiques. Et là, ça va permettre, c'est-à-dire la première puissance de l'Europe, avec la deuxième puissance militaire, première puissance militaire équivalente aux États-Unis, qui est la Russie. Donc, ça va poser un problème. Le deuxième, ce qui les intéresse, les Américains, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les bourses actuellement, c'est que l'oligarchie russe, ils ont perdu hier 32 à 34 milliards de dollars à travers les actions. Et l'ensemble des actions américaines, à travers l'attaque de l'Ukraine, ont augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains ont utilisé l'Ukraine comme un appât, comme je l'ai cité maintenant, et le but, c'est très bien que l'utilisation du RMB chinois, d'autres monnaies, ils essayent d'entraîner avec la Chine et la Russie pour les bitcoins. Et une fois les États-Unis gagnent le bitcoin, c'est je dirais, c'est le jackpot pour les Américains pour une centaine d'années. Et c'est ça la vraie guerre. Donc ils sont en train de jouer sur l'échec mondial. C'est un jeu d'échec mondial. Monsieur... Puis certaines forces, mais les Américains sont en train d'utiliser, je dirais, une malice très efficace pour essayer. Monsieur Ben Yahia, on veut finalement donc étouffer économiquement, mais également diplomatiquement Poutine et son cercle restreint. Est-ce que c'est finalement une stratégie efficace pour dissuader le président russe, et quel impact ces sanctions auront-elles sur le plan mondial? C'est-à-dire, vous parlez sur sur le plan Poutine. Économique. Exactement, sur les sanctions qui ont été prononcées contre la Russie par l'Occident. L'Occident qui dénonce. Le but de ces sanctions-là, c'est de ramener Poutine, et après la Chine, d'accepter le Bitcoin. D'accord? Les Américains veulent entraîner tout le monde pour qu'il y ait une nouvelle monnaie numérique mondiale. Parce que dans le monde, il y a à peu près 300 000 milliards de dollars qui n'ont pas d'équivalent produit. Attention. Et donc, comment absorber cette monnaie? Il y a la seule solution, c'est le Bitcoin. Et ces Américains vont être, je dirais, le leader mondial de la Bitcoin, c'est-à-dire, et là, je dirais que les Américains vont avoir la suprématie financière et économique mondiale pendant une centaine d'années. D'accord? Donc, c'est pour ça que la Russie actuellement se trouve dans une situation très délicate. Sur le plan militaire, ils sont très forts, mais sur le plan, je dirais, économique, ils sont un peu fragiles. D'accord? Et Poutine, est très intelligent sur ce point. Il essaie d'entraîner avec lui les Chinois, d'accord, pour essayer d'avoir une autre monnaie, d'accord, donc d'utiliser la monnaie chinoise, etc. Mais même s'il faut faire un harakiri pour la Russie, mais il ne faut pas que les États-Unis soient la première puissance dans les dizaines ou vingtaines d'années prochaines. Donc, il y a une sorte de guerre, je dirais, une guerre de position, une guerre d'espionnage, une guerre technologique, une guerre financière, d'accord, qui est à travers le monde. Et tout ça, c'est un scénario, comme la Covid-19, d'accord. Tout ça, c'est un scénario du capital. Le capital est en train de se balancer, de quitter, je dirais, la partie A vers la partie B, etc. Et les oligarques, je dirais, russes vont, je dirais, payer les pots cassés de cette attaque, bien sûr. Mais la Russie, je pense qu'elle a d'autres scénarios qu'on va voir les jours prochains. Mais c'est une guerre purement économique, je dirais, d'accord? Donc actuellement, maintenant, on dit que c'est vrai qu'il y a la Merci, Monsieur Ben Yahia. Mais c'est une guerre économique. Complètement. Et on comprend donc que cette crise russo-ukrainienne a des ramifications mondiales. Merci Farid Ben Yahia. Vous étiez en direct avec nous. Vous êtes expert en sciences économiques et questions internationales. On va s'intéresser justement, en plus des sanctions économiques prononcées par les Occidentaux, à ces réactions. Dans un message lu à l'Assemblée nationale par Richard Ferrand, Emmanuel Macron annonce accorder à l'Ukraine une aide budgétaire supplémentaire de 300 millions d'euros et du matériel défensif pour lutter contre l'invasion russe. On écoute.
solidarité et en soutien au peuple et aux autorités ukrainiennes. Nous accorderons ainsi une aide budgétaire supplémentaire de 300 millions d'euros. Nous sommes également en contact avec les autorités ukrainiennes pour leur fournir le matériel défensif dont elles ont. Et du côté des États-Unis, les États-Unis qui défendront le moindre pouce de territoire de l'OTAN, c'est ce qu'a annoncé le président américain Joe Biden après l'attaque de la Russie. Nos forces armées ne vont pas en Europe pour combattre en Ukraine, mais pour défendre nos alliés de l'OTAN et rassurer ses alliés de l'Est. C'est ce qu'il a affirmé lors d'une allocution télévisée. On regarde rapidement. Crystal clear. The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. Et puis cette information de cet après-midi qui est tombée, le président russe Vladimir Poutine qui est prêt à envoyer une délégation dans la capitale de son allié biélorusse Minsk pour parler avec l'Ukraine qu'il a envahi donc. Et autre information, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui rencontre à Moscou le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Lugansk et le premier vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk pour discuter de la situation en Ukraine. On peut le voir sur ces images. Donc, cette rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères qui est à Moscou et qui rencontre donc son homologue de la République populaire de Lugansk et le premier vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Donetsk. Les Européens qui ont donc décidé aujourd'hui de sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov par un gel de leurs avoirs dans l'Union européenne. Et je vais m'adresser à vous, monsieur Sofiane Baroudi. Même question que pour monsieur Ben Yahia. Qu'est-ce que ces sanctions auront comme impact sur le plan mondial d'un point de vue économique et d'un point de vue diplomatique? Déjà, premièrement, c'est pas la première fois qu'il y a des sanctions qui sont retenues contre un pays. C'est-à-dire que la stratégie des sanctions économiques fait partie intégrante de la méthode de guerre non conventionnelle qui est menée contre plusieurs pays. Par exemple, quand on voit la cartographie des pays qui ont reconnu déjà les républiques populaires autonomes, on a le Venezuela, qui a subi lui-même une stratégie de sanctions économiques intensives et une guerre non conventionnelle qu'il a subi depuis des années. On a Cuba, qui est le pays qui vit depuis 60 ans sous embargo, mais qui arrive quand même à s'en sortir. Et on a la Syrie aussi, qui vit depuis 10 ans une stratégie de guerre hybride où on mêle soutien à des réseaux terroristes internationaux et sanctions économiques à travers ce qu'on appelle la loi César. Est-ce que ces sanctions étaient opérantes pour le cas cubain, par exemple? 60 ans après, non. Cuba arrive toujours à survivre. Pour le cas russe, ça implique autre chose. Ça implique de déconnecter la Russie, qui est un opérateur financier important sur les marchés internationaux, du système international. Pour reprendre ce qu'a dit M. Ben Yahia, lui a parlé de l'alternative Bitcoin. Moi, je dirais plutôt qu'il y a des risques sérieux sur le dollar. Parce que s'il y a une déconnexion de la Russie qui pèse quelques milliers de milliards juste en fonds souverains, on ne parle pas des opérateurs privés russes qui sont très actifs sur les places boursières européennes. Si on arrive à une déconnexion de la Russie du marché financier, on risque un krach international et des menaces sérieuses sur le dollar parce que d'autres vont suivre. Je pense notamment à la Chine. Oui. Parce que le président russe, avant de lancer cette offensive qui est, comme l'a déclaré le Kremlin, la fin d'une guerre qui est une guerre non conventionnelle menée contre la Russie depuis 8 ans, a réfléchi à cet aspect-là. Et l'a réfléchi avec les Chinois, justement. C'est-à-dire que la Russie et la Chine ont déjà développé une alternative au dollar qui est devenu une arme de guerre depuis déjà plusieurs décennies. Monsieur Mirkovic, je m'adresse à vous. Est-ce que ce genre de mesures dissuasives sont réellement efficaces avec Vladimir Poutine? Non, on a vu que ces dernières années, ces mesures n'effraient pas Poutine, n'effraient pas la Russie, mais des études assez poussées ont été même réalisées en Europe, montrant que ces sanctions se retournent, à vrai dire, contre les sociétés européennes, en tout cas, puisque ce sont des agriculteurs européens qui n'exportent plus vers la Russie. La Russie, du coup, s'est à redévelopper, comme elle ne pouvait plus importer, elle a commencé à investir, elle a redéveloppé sa propre agriculture.
La Russie est aujourd'hui le premier exportateur mondial de blé. C'est-à-dire que les sanctions se sont non seulement retournées contre les pays qui les ont appliquées pour l'exportation de blé, mais la Russie en a profité pour devenir numéro 1. Donc du coup, ces sanctions ne sont pas efficaces et il est évident qu'avant de lancer cette option militaire, la Russie a depuis, je pense, pas mal de temps mesuré quelles seraient les conséquences de ces sanctions. La Russie s'attendait à ces sanctions. Elle savait très très bien qu'il y en aurait. Il y a la possibilité qu'elle soit déconnectée de SWIFT, qui est juste le système interbancaire qui relie 11 000 banques entre elles de 200 pays. Elle a mesuré cela. Elle a mesuré les sanctions sur ses exportations. Donc du coup, elle sait ce qu'elle fait. Je pense en tout cas qu'elle a mesuré. Elle pense savoir ce qu'elle fait, mais elle n'a pas peur des sanctions. Et comme votre interlocuteur a dit il y a quelques instants, d'autres pays subissent des sanctions et survivent. La grande différence, c'est que la Russie est quand même un très grand pays exportateur de gaz, de pétrole, de produits agricoles maintenant. Et il est certain qu'elle trouvera des marchés pour ses biens. Il est assez intéressant de voir que les pays européens, notamment par exemple, ne proposent pas de couper le gaz. Ils ne proposent pas de couper le gaz russe parce qu'aujourd'hui, 40% du gaz qui est importé en Europe de l'Ouest provient de la Russie. Donc, du coup, la Russie aussi a des moyens de faire retorsion. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais les sanctions, là, arrivent à un niveau très, très élevé. La Russie a dit de son côté aussi qu'elle pourrait réagir à ces sanctions. Donc, on va voir. Mais clairement, ces politiques de sanctions a trouvé ses limites. Et justement, une question un peu naïve peut-être. Qui est perdant finalement dans cette affaire de sanctions ? En Europe, en tout cas, enfin, tous les pays qui appliquent ces sanctions sont perdants parce qu'elles s'interdisent de vendre et d'exporter, de faire du commerce avec la Russie. La Russie, elle, qui a importé des biens d'Europe ou d'ailleurs dans le monde, elle va trouver d'autres marchés. Si elle n'achète plus des légumes en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, elle va trouver d'autres pays qui vont lui vendre. Parce que du coup, les États-Unis ou ceux qui appliquent les sanctions ne contrôlent pas les marchés mondiaux. Donc du coup, ce sont notamment en France, on le voit très bien, des sociétés françaises qui mettent la clé sous la porte. Quand les États-Unis demandent à la France de ne pas vendre leurs bateaux Mistral, les bateaux de guerre à la Russie, c'est la France qui perd 1 milliard d'euros par bateau. Mais la Russie, elle avait déjà les plans parce que c'était dans le contrat. Elle va fabriquer des bateaux ou d'autres bateaux elle-même. Donc du coup, ce sont les pays qui appliquent ces sanctions. Je pense que derrière cela, ce sont les pays qui n'ont pas de relations commerciales ou d'opportunités avec la Russie, qui ne prennent pas de risques à appliquer ces sanctions-là. Mais la France, quels sont les marchés que la France a trouvés pour exporter ses biens, pour ses biens agricoles ? Elle ne les a pas trouvés. Donc du coup, elle se pénalise. Et je vous dis, il y a des rapports qui ont été faits ces dernières années établissant le fait que ces sanctions sont contre-productives. Donc non seulement ne font pas du mal à la Russie, pas tant que mal. Je pense que quand même ça fait du mal, mais pas tant de mal que cela. Mais ça pénalise surtout les pays qui les appliquent. Je pense que derrière tout ça, les pays, un peu comme les États-Unis, qui ont peut-être qui n'ont pas la même proximité de la Russie, avec la Russie, eux, ils tirent leur marron du feu. Merci Monsieur Merkovitch. Et l'OTAN dans tout ça, réunion d'urgence de l'OTAN ce vendredi, on peut le voir sur ces images. Emmanuel Macron, plutôt le président de la France qui assiste à cette réunion en visioconférence. Que peut réellement l'OTAN face à cette situation ? Rappelons déjà le but de cette alliance créée en 1949, de maintenir la paix sur les continents américains et européens et d'assurer une défense commune contre les menaces extérieures. Cette défense est avant tout diplomatique, même si ses moyens ne sont pas suffisants. Je vais m'adresser à présent à monsieur Gamal Abina. Je me tourne vers vous. Depuis le début, bonsoir monsieur, depuis le début, l'OTAN a toujours accompagné l'Ukraine dans sa démarche contre la Russie, mais apparemment, le moment opportun, l'OTAN se contente d'un simple appel de renfort sur les frontières sans aucune intervention. Il se contente de dénoncer. Comment expliquez-vous cette attitude de l'OTAN face à cette offensive russe ? Bien simplement parce que l'OTAN a fait croire, n'a pas du tout été aux côtés de l'Ukraine, elle a fait croire que l'Ukraine pourrait rentrer dans cette alliance atlantique, donc cette fameuse alliance militaire transatlantique d'Europe occidentale au départ et des États-Unis qui s'est élargie à l'Est. Mais en vérité, en leur faisant croire qu'il y avait une possible intervention de l'OTAN, le président Zelensky s'est imaginé effectivement qu'il pouvait faire face à la Grande Russie. Il se trouve que ça fait à peu près 8 ans que les Russes, après la signature des accords de Minsk, espéraient obtenir à minima que les régions russophones soient en sécurité, mais manifestement, ce n'était pas l'intention de l'OTAN qui voulait absolument s'étendre aux frontières de la Russie, aux portes de la Russie,
Et évidemment, quand on dit à un président ukrainien qu'il a le soutien de l'hyperpuissance américaine et que finalement, eh bien aujourd'hui, on se rend bien compte que l'OTAN ne se bornera qu'à envoyer des soldats aux frontières de l'Ukraine, mais pas en Ukraine, pour ne pas confronter l'ogre, on dira pratiquement russe, eh bien l'OTAN a menti à ses dirigeants qui s'est laissé embarquer dans une histoire dans laquelle il ne mesurait pas du tout les conséquences lourdes qui allaient retomber sur lui. Monsieur Merkovitch, est-ce que l'OTAN n'a tout simplement pas lâché l'Ukraine à son propre sort, sachant que tout le monde, quasiment tous les pays, ont évacué leurs ressortissants? Mais oui, l'OTAN a lâché l'Ukraine et on le savait, l'OTAN lâche toujours. C'est les pays où elle s'implique. Elle a lâché les responsables en ex-Yougoslavie, en Géorgie, partout où elle intervient, elle a lâché, elle lâche partout, quoi. Donc du coup, tout ça fait partie d'un jeu. L'OTAN n'oublions pas, c'est une organisation de défense qui a été créée après la deuxième menée des opérations en Irak. Donc aujourd'hui, l'OTAN aurait pu, sauf que aujourd'hui, la Russie, ce n'est pas l'ex-Yougoslavie, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Afghanistan. La Russie a des armes nucléaires et le président Poutine a dit qu'il pourrait s'en servir. Je pense que l'OTAN regarde quand même de très très près ce qui se passe. Ce que souhaite l'OTAN, c'est que l'Ukraine soit un bourbier pour l'armée russe, parce que ça affaiblirait l'armée russe, ça coûterait beaucoup d'argent, ça donnerait une mauvaise image de la Russie, mais la Russie a dit très clairement que tout pays qui se mettrait sur son chemin dans cette mission-là paierait les conséquences. L'OTAN se sert des Ukrainiens. Qui sont les premières victimes ce soir? Je pense qu'il faut penser aux Ukrainiens et aux Ukrainiens naïfs qui ont cru à un moment que l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne voulaient leur bien. N'oublions pas que cette guerre n'a pas commencé il y a deux portions, une majorité de la population ukrainienne qui était plutôt philo-russe. Il n'y a pas vraiment de notion de pro-russe, anti-russe. Ils sont voisins, ils sont frères, ils ont beaucoup en commun. Du jour au lendemain, suite à ce coup d'État inspiré, poussé, financé par les Américains, l'Ukraine s'est retrouvée avec un président anti-russe qui du coup, non seulement anti-russe contre la Russie, mais contre les russophones du pays. Le russe qui est une langue qui est parlée par des millions d'Ukrainiens. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, ceux qui ont été au pouvoir ont cru qu'en disant du mal des Russes, qu'en ostracisant les Russes du pays, ils allaient avoir de l'aide de l'Union européenne, qu'ils allaient pouvoir rentrer dans l'OTAN, qu'ils allaient pouvoir rentrer dans l'Union européenne. C'était il y a 8 ans. 8 ans plus tard, l'Ukraine n'a pas avancé, elle était extrêmement loin de rentrer dans l'Union européenne, encore plus loin de rentrer dans l'OTAN. Donc elle a cru au mensonge attentiste. Et maintenant, Zelensky s'en est rendu compte, il y a ces derniers jours, il a dit on est abandonné. Oui, il est abandonné. Il aurait fallu ouvrir des livres d'histoire ou mieux se renseigner avant de suivre ce coup d'État. Aujourd'hui, personne, l'OTAN et les États-Unis regardent l'Ukraine parce que l'Ukraine est un pion dans le jeu entre les États-Unis et la Russie. C'est ça la photo globale de la situation. C'est pas entre l'Ukraine et la Russie, c'est entre les États-Unis et la Russie. Et les Ukrainiens, malheureusement, des Ukrainiens sont tombés dans le panneau et l'Ukraine aujourd'hui est victime de ce jeu sordide joué par les Américains sur le territoire européen. Un jeu sordide, d'après vous, Monsieur Merkovitch. Sofiane Baroudi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'OTAN divise ? On peut dire que l'OTAN divise et on peut dire aussi que l'OTAN elle-même est divisée. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, deux des acteurs les plus importants de l'OTAN, la France, qui historiquement a impliqué l'OTAN dans une certaine guerre criminelle contre le peuple algérien, dans ses actions coloniales, pour rejoindre M. Merkovitch, et la Turquie, qui était le premier rideau de l'OTAN contre l'Union soviétique, vu que l'OTAN, à la base, a été créée contre le bloc de l'Est et contre l'Union soviétique. La Turquie et la France sont deux pays qui sont en concurrence très très forte dans l'espace méditerranéen, notamment en Méditerranée orientale, pour ne pas dire qu'ils sont quasiment en hostilité. Parce qu'il y a eu déjà, on va dire, des tensions très fortes entre Ankara et Paris, notamment sur le dossier syrien et sur le cas du nord de la Syrie, mais aussi sur d'autres questions de grande importance. Et sous l'ère Trump, l'OTAN était menacée quasiment d'implosion. Donc l'Alliance Atlantique, on va dire qu'elle n'est pas vraiment dans ses plus belles heures. Et à mon avis, ce que fait l'administration américaine actuellement, c'est qu'elle essaie de redorer le blason et de remettre en confiance les acteurs les plus importants de l'Alliance Atlantique qui en réalité battent de l'aile. Parce que l'une des stratégies les plus importantes des 30 dernières années après la chute du mur de Berlin, c'était de conjuguer le cantonnement de la Russie, par exemple, comme grande puissance, mais pas seulement, d'autres puissances, de la Chine ou de l'Algérie. Cantonner, ça veut dire essayer de freiner le développement en quadrillant les frontières. Ça, c'est au niveau stratégique et militaire. Ça a été conjugué
aussi à l'action de l'élargissement du marché libéral, par exemple de l'Union européenne. En Algérie, par exemple, on a eu à signer des accords défavorables avec l'Union européenne et l'Ukraine voulait l'intégrer au dispositif économique de l'Union européenne, mais aussi au dispositif militaire offensif de l'Alliance atlantique. Et la Pologne qui a demandé d'activer l'article 4 du traité de l'Alliance. Cet article du traité fondateur de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord prévoit que, je cite, « les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée ». Pour rappel, cet article a été invoqué à 7 reprises depuis 1949. Monsieur Gamal Abina, est-ce que l'OTAN est en train de jouer son rôle ? L'OTAN joue son rôle, c'est pourquoi il a été créé, effectivement. Il le joue de façon d'ailleurs excessive dans la mesure où il aurait dû disparaître, c'est bien que votre invité l'ait rappelé, en 91 après la chute de l'Union soviétique et surtout la fin du pacte de Varsovie. Donc l'OTAN est devenu une sorte d'instrument, comme ça états-unien, destiné à pousser ses avantages, ses cartes, de plus en plus à l'Est. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en ayant manœuvré avec l'Ukraine, l'OTAN montre ses limites. Alors ce fameux article 4 n'intéresse que les pays qui sont membres de l'OTAN. Ils ne peuvent pas sortir de leurs frontières. Mais il est vrai aussi, et c'est bien de rappeler, que l'OTAN reste le bras armé des États-Unis en Libye, quand ils ont détruit la Libye. On l'a vu aussi dans les interventions ponctuelles en Syrie ou dans d'autres pays où l'OTAN se comporte comme une puissance hégémonique, littéralement, dans le monde. Mais l'OTAN n'est plus seulement une organisation défensive, c'est aussi et surtout une organisation offensive. Et c'est ça le plus inquiétant dans la mesure où, effectivement, on aurait pu penser que cette organisation militaire qui était soi-disant défensive se serait arrêtée après la chute des Soviétiques et qu'ils auraient intégré peut-être la Russie, puisqu'on en a tant parlé, l'association des Russes et de l'OTAN. Ça n'a pas été le cas. Et évidemment, Poutine, qui a compris la manœuvre, qui est très grossière d'ailleurs, a décidé de mettre un holà aux avancées de l'OTAN. Quant aux Turcs, parce que c'est intéressant de parler des Turcs, les Turcs ne sont pas dans une position aussi claire qu'on imagine. C'est vrai que c'est le bras armé de l'OTAN en Asie, particulièrement c'était la pointe, effectivement, contre l'URSS. Mais aujourd'hui, les Turcs jouent leur propre partition. Ils cherchent leur intérêt, et on le sent bien en Afrique. Il y a des moments où ils convergent avec les Russes et des moments où ils divergent. Quant à l'OTAN, en elle-même, elle a démontré aujourd'hui de façon pathétique qu'elle était parfaitement impuissante face à la puissance considérable développée par l'Union soviétique, ex-Union soviétique, donc la Russie qui s'est rétablie dans ses frontières. Et puis, dernier rebondissement de ce vendredi, Poutine qui appelle l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev. Mais avant de développer cette information, on revient sur la genèse et l'évolution de cette crise qui menace aujourd'hui la stabilité globale. Sofiane Baroudi. L'embrasement des fronts ukrainiens est entériné. Après des semaines de haute tension sur le vieux continent, c'est la guerre. Le président russe a annoncé le lancement d'une opération militaire à large spectre le 24 février. La rhétorique de la guerre patriotique est au centre des discours des républiques populaires ainsi que de Moscou. La Russie, qui a récemment reconnu ces dernières, qui ont elles-mêmes lancé un avis de conscription aux volontaires pour la mobilisation après l'évacuation des populations civiles. Le front du Donbass fait plus de 450 km et d'autres fronts risquent de s'embraser, menaçant la stabilité du continent européen ainsi que de la région caucasienne. L'origine de ce conflit est à chercher dans ce qui est connu comme le mouvement de Maïdan en 2013, qui avait à l'époque renversé le président ukrainien. Ce mouvement, fortement soutenu par les capitales occidentales, était principalement composé de groupes fascistes tels Svoboda, résolument russophobes et parés à la révolution colorée. Il faut revenir à l'origine de cette situation tendue et cette situation de guerre civile en Ukraine. N'oublions pas qu'à l'origine, vous aviez le président ukrainien Viktor Yanukovych, qui lui avait le choix entre deux partenariats stratégiques économiques majeurs, l'un avec l'Union européenne, l'autre avec la Russie. Il a longtemps hésité entre les deux, on a longtemps cru à l'Ouest qu'il allait signer avec Bruxelles, et il a décidé de signer avec la Russie, ce qui n'était pas une mauvaise idée d'un point de vue purement économique. Le projet russe donnait plus d'avantages à l'Ukraine, et la vérité est que l'économie ukrainienne est beaucoup plus similaire à l'économie russe. Il y a beaucoup de normes en Europe, il est très difficile pour beaucoup de manufacturiers ukrainiens d'exporter vers l'Europe. Une guerre de basse intensité au fort relance stratégique a marqué les 8 dernières années dans le Donbass, région industrieuse et enjeu de souveraineté important dans la géopolitique des blocs hégémoniques en pleine recomposition. Nous savons aussi, Victoria Nuland, dans un autre discours, avait dit que les États-Unis avaient déboursé plus de 5 milliards de dollars pour apporter la démocratie
en Ukraine, apporter la démocratie, quand on sait lire les cahiers de texte américains, cela veut dire changer le système. Suite à ce coup d'État, les russophones du pays ont pris peur. N'oublions pas que ces mouvements nazis sur lesquels l'Europe de l'Ouest s'est appuyée et les Américains sont des groupes radicalement hostiles aux russophones. Ils voulaient interdire la langue russe. Or, la langue russe, c'est la lingua franca d'Ukraine aujourd'hui, et l'Est et le Sud du pays parlent quasiment essentiellement le russe. Donc eux, ils ont pris peur. La Crimée, très rapidement, qui est majoritairement russe, a voté un référendum et s'est réunifiée à la Russie. Et les zones du Donbass, ça a été plus compliqué. Ils ont voté des référendums également. L'armée ukrainienne est arrivée et les habitants du Donbass ont pris les armes pour se défendre. Et c'est à cause de ça qu'on a cette situation aujourd'hui. Donc, il ne faut jamais oublier l'origine. La Fédération de Russie se dit animée du devoir de protection de la minorité russophone en danger face à des forces néo-nazies qui rappellent de tristes heures dans cette région à la mémoire tragique. Un mouvement de panique a poussé les populations ukrainiennes vers la frontière polonaise, principalement à Lviv, à proximité des bases occidentales et des chancelleries récemment déplacées de Kiev. Les menaces de généralisation du conflit vers d'autres espaces géographiques sont réelles et les conséquences potentiellement catastrophiques. L'heure est à la prudence et à la responsabilité face aux défis de l'histoire. Monsieur Gamal Abina, nous le disions juste avant ce sujet, Poutine qui appelle l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev, est-ce qu'on s'y attendait ? Oui, personnellement je m'y attendais, puisque de toute façon il y a des pro-russes, beaucoup de pro-russes en Ukraine, et surtout ce à quoi je m'attendais, c'est qu'effectivement la stratégie russe s'appuie essentiellement d'ailleurs sur les coups de force militaires. On le voit bien au Mali, au Burkina, où ils apportent immédiatement leur concours quand ce sont des chefs de guerre militaires qui prennent le pouvoir. Donc oui, je m'attendais parfaitement à ce genre d'appel, puisque de toute façon, même si on a du mal à lire un petit peu ce qui se passe en Ukraine, parce qu'il y a une très très violente histoire entre la Russie et l'Ukraine. Hein. On vient d'évoquer un instant les mouvements néo-nazis qui ont existé, qui étaient de vrais nazis à l'époque, hein, et qui ont quand même massacré pas mal de Russes, hein, il y a 75 ans. Donc aujourd'hui, les Russes ont une vraie méfiance à l'égard de ce qui vient de l'Ouest. Parce que pour eux, ce qui vient de l'Ouest, dans leur mémoire, c'est les nazis, hein. C'est l'invasion barbare. Et quand ils appellent à un coup d'État militaire, c'est parce qu'ils savent parfaitement qu'au sein même de l'armée ukrainienne, il y a des russophones, des Russes tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de Russes en Ukraine, qui sont plutôt favorables à l'Empire russe et qui voudraient revenir dans une sorte d'acte un petit peu plus solide et un peu plus sérieux que ce que proposait effectivement l'OTAN, qui vient démontrer de façon vraiment extraordinaire à quel point elle n'était pas fiable, hein, parce qu'évidemment l'OTAN qui sortait beaucoup et qui jouait beaucoup la carte des gros bras, eh bien on se rend compte aujourd'hui qu'ils les ont abandonnés, hein, purement et simplement. Pour donner une petite idée du discours européen, ils vous parlent, en plus c'est très amusant d'entendre ça, et sur le plan économique ça fait rire, de sanctions économiques face à un pays qui a 600 milliards de dollars de réserves de change, qui est une des plus grandes puissances exportatrices de gaz, hein, et le Nord Stream 1 et 2 qui devait alimenter l'Allemagne, c'est un enjeu considérable pour les Allemands, ils en ont besoin, et surtout parce que le système SWIFT, il est déjà balayé par les Russes qui vont tout de suite migrer vers un autre système alternatif que les Chinois leur proposent. Donc, les sanctions qui leur restent, c'est des sanctions économiques à double sens. Merci, Monsieur Abina. Et cette autre information, le quotidien allemand Der Spiegel, qui a livré plus tôt cette semaine des documents sensibles attestant que l'OTAN ne devait pas s'élargir vers l'Est après avoir obtenu de Moscou l'accord sur l'unification de l'Allemagne. Pour en parler, on écoute tout d'abord Madame Fella Karsderli, qui est spécialiste en diplomatie militaire et gestion de crise. D'après le document secret qui a été révélé par le journal Spiegel, que des promesses verbales étaient faites par le monde occidental à Gorbatchev à la fin de la guerre froide et qui exigent le non-déploiement de l'OTAN vers l'Europe de l'Est et l'Europe centrale en échange de l'unification de l'Allemagne. C'est ce qui est apparu dans le discours officiel russe depuis le début de la crise ukrainienne. Donc la Russie est en train de dire à voix haute ce qui a été dit. Monsieur Sofiane Baroudi, est-ce que cet écrit va changer quelque chose sur le terrain maintenant que l'offensive est bien là ? Concrètement, on savait déjà que l'OTAN et les États-Unis avaient promis à Gorbatchev de ne pas s'étendre et que justement après l'agression de la Yougoslavie dans les années 90, précisément en 99, l'Allemagne avait son intégration à l'Alliance Atlantique d'une manière tronquée, illégale. Parce qu'à l'époque, la Russie était dans une forme de transition et qu'elle subissait déjà une crise financière
très intense, qui est la crise du rouble, qui a commencé à partir de 98 et qui était déjà une offensive non conventionnelle des places financières internationales qui sont contrôlées par les Occidentaux pour affaiblir la Russie, qui était sous Boris Yeltsin, un président très impopulaire et particulièrement incompétent. Donc à partir de 99, déjà, les termes qui étaient convenus ont été violés, et ensuite, il y a eu un élargissement bien au-delà de l'Allemagne, c'est-à-dire vers la Pologne et notamment vers l'espace balte, des pays baltes, qui est plus que l'étranger proche de la Russie. On va dire que c'est quasiment l'espace proche, c'est un peu, pour comparer, c'est comme si c'était pour l'Algérie, la Tunisie, ou alors c'est comme ce qui se passe actuellement. Par exemple, on a le voisin de l'Ouest qui a scellé des relations militaires avancées avec l'entité sioniste et qui constitue un danger, évidemment, pour nous en Algérie, ce qui ne peut pas être accepté. Pour la Russie, c'est encore plus important parce que c'est à une échelle stratégique et historique et que ça se passe durant 3 décennies. Donc même la réaction russe, on va dire qu'elle est justifiée, qu'elle était attendue. Parce que, comme le disait le Kremlin hier, on n'est pas au début de la guerre, on en est plutôt à la fin, vu qu'il y a un élargissement d'une alliance belliqueuse anti-russe aux frontières qui pose vraiment le problème aussi. Par exemple, récemment, il y a eu un mouvement en Biélorussie où il y a eu la tentative de faire chuter le gouvernement de Yanukovych, qui est le dernier allié de Moscou. Il y a eu aussi plusieurs, ce qu'on appelle les processus de révolution colorée, qui ont touché les pays des Balkans, la Serbie en l'occurrence, mais aussi d'autres pays, la Géorgie, l'Ukraine par la révolution orange, et dont on connaît les procédés actuellement, qui sont des procédés minoritaires gérés par des laboratoires de renseignement pour changer des régimes en faveur des intérêts étrangers. Et Monsieur Merkovitch, j'aimerais revenir avec vous rapidement sur ce document qui est là pour dire tout le contraire de ce que l'OTAN est en train de démentir. Selon le secrétaire général de l'OTAN, personne n'a fait de promesse à l'Union soviétique. Le document, pour rappel, qui est classé secret. L'OTAN est donc devant un fait accompli aujourd'hui. Et l'OTAN qui ne peut pas remettre en question un document écrit, une position très inconfortable, n'est-ce pas? L'OTAN ne cesse de mentir. Il faut ouvrir les yeux, se rendre compte qu'on est dans un monde quasiment irréel où l'OTAN, depuis des années, ment. Ça fait partie de la stratégie atlantiste, impérialiste américaine, de mentir pour arriver à ses fins. Et nous avons les preuves. Si vous allez sur Internet ce soir, vous cherchez le document qui est confidentiel, qui n'est plus confidentiel, que les Américains eux-mêmes ont dévoilé. Vous allez dans les services de renseignement américains, tout le monde peut y avoir accès. Vous allez trouver le document où il retrace la discussion entre Gorbatchev et James Baker, que est le secrétaire d'État américain, en 1990, où ils promettent qu'ils n'iront pas un pouce vers l'Est avec l'OTAN en échange de la réunification de l'Allemagne. L'erreur de l'URSS à cette époque-là et de la Russie par la suite, n'est de ne pas avoir fait un traité de cet engagement. Et les documents de Der Spiegel ont montré qu'il y avait encore beaucoup d'autres discussions. En France, Roland Dumas, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères, l'a confirmé également. C'est un secret de polichinelle. Maintenant, je voudrais revenir à cette technique de mensonge systématique de l'OTAN. Merci Monsieur Merkovitch. Et très brièvement, dernière question, puisque le temps nous est compté. Monsieur Gamel, la dernière question que vous êtes adressée, très brièvement, quel sera le prochain pas de Poutine d'après vous? Je pense qu'il va faire comme ce qu'il a fait en Géorgie quand il s'est occupé de des régions du nord de la Géorgie. Il va taper très fort, il va effectivement réduire à pas grand-chose l'armée ukrainienne. Et puis effectivement, Poutine qui a compris qu'il avait des menteurs pathologiques en face de lui, c'est bien de rappeler, quand un occidental signe un traité en règle générale, il faut se méfier de ce qu'il dit. Alors quand c'est en plus fait verbal, c'est pire encore. Donc il va taper très fort, il va pousser les Ukrainiens à coup de force, et après il va finir par remporter la mise, tout simplement. Merci Monsieur Abina. Nous devons rendre l'antenne à présent pour le journal télévisé du 19h. Je vous remercie Monsieur Gamel Abina d'avoir été présent avec vous. Vous êtes journaliste indépendant, analyste politique. Merci à Monsieur Farid Ben Yahia, expert en sciences économiques et questions internationales. Il était en direct avec nous par téléphone. Monsieur Nikola Merkovitch, vous étiez avec nous sur Skype, analyste géopolitique serbe. Et merci Monsieur Sofiane Baroudi, journaliste à la rédaction Al24 News. Merci de votre attention. Retrouvez un nouvel épisode de débat demain à 18h. Excellente soirée à tous.